Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de ce journal. L'Assemblée générale des Nations unies s'est ouverte ce mardi, l'occasion pour l'Afrique de relancer la question de sa place au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. 77 ans après la création de cet organe, aucun pays africain n'est encore membre permanent. Présidentielle libérienne, la campagne se poursuit pour les 20 candidats en lice, à l'instar du président sortant George Weah, candidat à sa réélection, qui aura face à lui, entre autres, l'opposant Joseph Boakai, ancien vice-président d'Ellen Johnson Sirleaf. Puis focus à suivre dans ce journal sur l'industrie agroalimentaire en Afrique. Les startups qui travaillent dans ce secteur reçoivent de moins en moins de financement. On ouvre ce journal par le Soudan du Sud, où des députés appartenant au parti au pouvoir ont ce lundi quitté le Parlement, accusant le chef de l'État Salva Kiir de violer l'accord de paix de 2018 qui prévoit le principe d'un partage du pouvoir entre les rivaux de l'actuel président de la République et ceux de son vice-président Riek Machar au sein du gouvernement d'union nationale. Cette accusation est intervenue suite à l'adoption d'une loi électorale controversée autour notamment du nouveau mode de désignation des parlementaires, un système jugé très compliqué à presque un an des élections générales. La 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies s'est ouverte ce mardi au siège de l'ONU à New York. Plus de 140 chefs d'État et de gouvernement, parmi lesquels des dirigeants africains, sont sur place. L'offensive russe en Ukraine, le dérèglement climatique, mais aussi la volonté exprimée par certains États de réformer le Conseil de sécurité sont au cœur des discussions à l'heure où la composition actuelle du Conseil de sécurité de l'ONU fait plus que jamais l'objet de vives critiques de la part de l'Afrique notamment, qui appelle à élargir cet organe afin de permettre au continent d'avoir un siège en tant que membre permanent. Mildred Diamond. Reconstruire la confiance et raviver la solidarité mondiale, accélérer l'action sur l'agenda 2030 et ses objectifs de développement durable en faveur de la paix, la prospérité, du progrès et de la durabilité pour tous. C'est sous ce thème que s'ouvre ce 19 septembre 2023 à New York, aux États-Unis, la 78e Assemblée générale des Nations unies. L'Afrique sera vivement représentée à ce sommet de haut niveau par une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement qui vont, entre autres, négocier une place de choix pour le continent comme membre permanent du Conseil de sécurité. L'Afrique doit pouvoir batailler dur pour tirer profit de ce débat général. Parce qu'il n'est pas normal que 54 pays réunis avec une organisation comme l'Union africaine ne peut pas avoir un siège permanent au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Gouvernance mondiale, crise climatique, changement anticonstitutionnel de gouvernement, droits de l'homme, conflits, éradication de la pauvreté, financement du développement, sécurité alimentaire, amélioration des systèmes de santé, impact de la crise russo-ukrainienne, consolidation des partenariats, sanctions occidentales sont entre autres quelques défis mondiaux pressants qui seront abordés lors de ces assises. Les attentes de l'Afrique sont nombreuses. Parmi elles, une réforme du système financier mondial, une plus grande représentativité de l'Afrique aux instances de l'ONU et l'égalité face à la riposte au dérèglement climatique. L'enjeu majeur pour l'Afrique est de prendre les dispositions pour pouvoir parler d'une même voix, pour défendre la cause de l'Afrique d'une seule et unique voix. Avec 55 États et plus d'1,4 milliard d'habitants, l'Afrique représente 25% des membres de l'ONU. Des observateurs estiment que l'adhésion de l'Union africaine au G20 comme membre permanent représente une étape importante vers une plus grande représentativité de l'Afrique aux instances des Nations unies. Précisons qu'en marge de la 78e Assemblée générale de l'ONU, le secrétaire général Antonio Guterres a rencontré au siège des Nations unies le président sud-africain Cyril Ramaphosa et des dirigeants de l'Union africaine. La campagne électorale se poursuit au Libéria, campagne en vue de la présidentielle du 10 octobre qui sera couplée à des élections législatives. Le président sortant George Weah, candidat à sa propre succession, fait face à 19 concurrents.
parmi lesquels l'ancien vice-président d'Ellen Johnson Sirleaf, Joseph Boakai, qui est également l'un des principaux leaders de l'opposition libérienne. Nathalie Mo. En course pour la présidentielle au Libéria, le leader de l'opposition, président du Parti de l'Unité, Joseph Boakai, a présenté son programme politique le 17 septembre 2023 à Monrovia. Cette ville, capitale du pays, a abrité le lancement de la campagne électorale du principal rival du président George Weah. Le chef de l'opposition libérienne souhaite former une société plus inclusive. Il rejette la marginalisation politique des citoyens dans le processus de prise de décision, les inégalités économiques, l'injustice sociale, la corruption, l'insécurité, la dégradation de l'environnement et le chômage des jeunes notamment. Nous sommes ici pour veiller à ce que nos jeunes soient préparés pour un avenir. Nous sommes là pour nos femmes et même les plus défavorisées. Nous voulons dire ici qu'aucun sacrifice n'est perdu dans un pays doté d'un bon leadership. Le candidat du Parti de l'Unité promet de sauver une population confrontée à une crise inflationniste estimée à plus de 12%, qui rend difficile l'accès aux produits de consommation de base. Pour lui, le secret pour un mieux vivre au Libéria réside dans une redistribution équitable des richesses du pays. Ce n'est pas de cette société que nous voulons. Nous sommes ici pour vous faire savoir que le Libéria doit bouger. Nous avons suffisamment de ressources pour cela. L'humain est un potentiel sur lequel Joseph Boakai souhaite miser. Sur une population de plus de 5,4 millions de personnes, 63% des habitants ont moins de 25 ans au Libéria. Le 10 octobre 2023, jour de scrutin, le leader de l'opposition libérienne appelle l'électorat à rompre avec 6 ans de régime du président Weah, qu'il présente comme un échec. Pourtant, le pays, en phase de relance économique, a affiché un taux de croissance de 5% en 2022. Dans l'actualité au Tchad, la fin des inscriptions sur les listes électorales. 16 provinces étaient concernées par la dernière phase qui a pris fin le 16 septembre. Pour rappel, il s'agissait d'un enrôlement biométrique des électeurs, une opération décriée par l'opposition pointant une révision du fichier électoral en 2 temps. D'abord dans les 7 provinces les plus peuplées du sud du pays, puis dans un deuxième temps dans les 16 autres provinces situées au nord. Des partis d'opposition dénoncent une atteinte grave au corps électoral. Cette révision des listes électorales intervient à quelques mois du référendum constitutionnel prévu le 17 décembre 2023. La pêche au large, pratiquée surtout sur des chalutiers. Alors en Afrique de l'Ouest, plus de 500 navires opèrent sur les côtes et chaque année, 500 000 tonnes de poissons sont destinées aux marchés étrangers. Le flux est donc très important, entraînant des zones de pêche largement surexploitées, ce qui entraîne des gros bouleversements sur le plan écologique, mais pas que. Philomentine. 500 navires, c'est le nombre de flottes de pêche opérant en haute mer dans les zones économiques exclusives de la région ouest africaine et de la Mauritanie en vertu d'accords bilatéraux de pêche. Cependant, ces flottes de pêche en eau lointaine ne sont pas sans controverse. Elles exercent une pression dans le golfe de Guinée, créant de nombreux impacts environnementaux, économiques et sociaux. La plupart des bateaux internationaux ont convergé dans nos eaux. Je pense que les plus importants également sont les bateaux chinois. Et donc, cette pêche en eau lointaine est beaucoup controversée parce que cette pêche-là échappe au contrôle de nos États. Non seulement la plupart des poissons pêchés dans ces eaux ne sont pas déclarés, mais il existe également des commerces illicites qui échappent complètement au contrôle des pays. Les flottes de pêche industrielle opèrent une surpêche dans la côte maritime ouest africaine et en Mauritanie, mettant en danger l'équilibre écologique et l'écosystème marin. Alors les États de cette région maritime sont appelés à coopérer afin de parvenir à la sécurisation de cet espace hauturier qui requiert une mutualisation des moyens logistiques et opérationnels. Les États maritimes de cette région doivent pouvoir coopérer parce que individuellement, il est difficile pour nos États d'assurer le respect des règles internationales et de pouvoir affirmer fermement leur souveraineté de façon à garantir l'intégrité et la gestion efficiente des eaux lointaines et de leurs ressources parce que nos États manquent criardement de moyens.
Il est essentiel de trouver un équilibre entre les enjeux économiques, environnementaux et sociaux liés à l'exploitation des ressources halieutiques en eau lointaine dans le golfe de Guinée et en Mauritanie. Cela nécessite une coopération internationale entre les pays côtiers, les compagnies de pêche et les autres acteurs afin de promouvoir la durabilité et la protection des écosystèmes marins tout en assurant une gestion équitable des ressources. État des lieux à présent du secteur agroalimentaire en Afrique. Cette industrie permet d'augmenter l'autosuffisance alimentaire et de stimuler l'économie, mais aussi de créer des emplois. Mais pour son développement, la filière a encore des obstacles à franchir, au premier rang desquels le manque de financement auquel font face de nombreuses start-up. Philomentine. Les levées de fonds des startups opérant dans le domaine de l'agriculture alimentaire en Afrique, AgriFood Tech, n'ont pas été conséquentes au premier semestre 2023. Leur montant a baissé de 77% par rapport à la même période de 2022 pour s'établir à 99 millions de dollars, selon un rapport publié le 14 septembre 2023 par le fonds de capital risque AG Founder. Quant au nombre de transactions recensées, il s'est limité à 51 deals. Le secteur agricole africain est à la merci de la pluviométrie et des aléas climatiques. Et ceci justifie de plus belle manière la baisse des investissements, notamment des start-up dans le secteur. Rappelons que dans le cadre de la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine, il va de soi que les autorités africaines doivent faire beaucoup plus d'efforts pour drainer plus d'investissements dans le secteur agricole. Cependant, malgré cette baisse, le Nigeria et le Kenya ont maintenu leur leadership avec respectivement 45 millions et 41 millions de dollars levés au premier semestre 2023. Avec l'Égypte et l'Afrique du Sud, ces 4 pays ont capté 95% des financements injectés dans les agri-food tech africaines au cours de la dernière décennie. Les pays qui ont su garder leur cap, voire accroître leur investissement dans le secteur agricole et agroalimentaire, sont des pays dont la demande est relativement forte. Lorsqu'on prend le cas du Kenya, vous savez que les autorités kenyanes ont fait un effort remarquable en termes d'investissement dans le secteur agricole. Et donc, quand on prend le cas du Nigeria également, depuis quelques années, les autorités nigériennes ont fait un effort pour investir dans le secteur agricole pour assurer la sécurité alimentaire. Ce rapport souligne que le ralentissement des investissements dans le secteur de l'agriculture alimentaire en Afrique a été principalement causé par l'incertitude économique mondiale. De nombreuses entreprises ont adopté une approche plus prudente en matière d'investissement. Malgré les défis actuels, l'agritech en Afrique continue d'offrir d'importantes opportunités d'investissement. L'Afrique face au dérèglement climatique, le continent n'est responsable que de seulement 4% des émissions mondiales de CO2, mais paie pourtant le plus lourd tribut au réchauffement climatique. Sécheresse, érosion des côtes et inondations, les défis climatiques du continent sont immenses. Et pour y faire face, il faut mobiliser des financements. Illustration au Kenya dans ce sujet signé Catherine Gombey. Les comtés de Nakuru et de Baringo recevront un financement conjoint du gouvernement kényan et de l'Union européenne évalué à 700 millions de shillings pour atténuer les dommages causés par les lacs de la vallée du Rift dont les eaux ont atteint des niveaux sans précédent. Dans le sillage de leur gonflement, les eaux des lacs ont détruit des établissements d'enseignement, des centres de santé, des installations de débarquement et de transformation du poisson. Selon un rapport détaillé compilé par une équipe mise en place par le gouvernement pour étudier les effets des 17 lacs, dont le Turkana, l'État aurait besoin de 14 milliards de shillings supplémentaires pour atténuer les dommages. L'une des choses essentielles dans laquelle nous nous engageons et que le président accompagne est que nous ne voulons plus que le Kenya soit un plaignant. Nous voulons que les pays africains soient à la table des négociations pour apporter eux-mêmes des solutions. Tout est parti de la montée des lacs. Nakuru n'a pas été épargné, Baringo aussi. Le phénomène de la montée des lacs s'est amplifié dans la région et je pense que Baringo sera parmi les premiers comtés à recevoir des fonds. Les conclusions du groupe de travail ont révélé que certains des lacs ont enregistré une augmentation du niveau de l'eau de 187% et qu'ils couvraient quelques 110 000 hectares de terre. Le niveau du lac de Turkana dans le nord-est de Kenya ne cesse de s'élever.
Le Turkana, déjà le plus grand lac désertique du monde qui s'étend sur 250 km d'une pointe à l'autre, a connu une croissance de 10% au cours de la décennie jusqu'en 2020, selon une étude gouvernementale publiée l'année dernière. Des précipitations extrêmes sur les bassins versants sont des facteurs de ce phénomène climatique lié au réchauffement de la planète. Alors que nous célébrons les grands 6 ans de la protection de l'ozone, la GIZ apprécie et célèbre les efforts collectifs des parties à la Convention de Vienne et au protocole de Montréal pour protéger la couche d'ozone. La région de la Corne de l'Afrique, frappée par une sécheresse de 3 ans, pourrait connaître de violentes inondations dans les mois à venir. D'octobre à décembre, les scientifiques de l'Organisation météorologique mondiale OMM prévoient un risque de fortes précipitations supérieur à la normale. Avec une probabilité de 80%, des pluies plus abondantes sont attendues dans le sud de l'Éthiopie, l'est du Kenya et le sud de la Somalie. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.